Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leurs villes étaient plutôt intéressantes. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balle. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique.
et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatial Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus,
l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oublié. Considérée comme la deuxième femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant 1 mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934.
alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre
Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de ces vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Petra, s'appelle la Kazné, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Petra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre,
et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes sur l'île à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 Maniques et 14 Pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours.
Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture.
Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsistait que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux, qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement. Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu.
Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leurs robustes mortiers, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde, était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70, sous le règne de l'empereur Vespasien, avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, ton large eventel d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble. Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher, et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit. Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras. Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortiers de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte.
Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Le célèbre peintre Michel-Ange était si impressionné par ce monument qu'il croyait qu'une force surnaturelle avait dû présider à sa construction. L'endroit où il se trouve est également très particulier en raison de l'histoire qu'il recèle. Selon la légende, c'est de cet endroit précis que le fondateur de Rome, Romulus, se serait élevé à dos d'aigle jusqu'au rang de Dieu. Un peu comme Gandalf en somme. Non? Bon, sur ce, je file. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire.
Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours, le sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Transamerica pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui,
une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas. Vous avez vu un bon film d'horreur récemment? Si vous êtes fan de ce genre, vous savez apprécier une bonne intrigue. Et si je vous disais qu'il n'y a pas meilleur scénariste que Mère Nature? Les catastrophes de l'Antiquité étaient plus effrayantes que n'importe quel film d'horreur d'aujourd'hui. Des tsunamis aux éruptions volcaniques. Vous serez choqués par l'ampleur de ces événements. La catastrophe naturelle qu'il faut absolument éviter, c'est le tsunami. Ces gigantesques murs d'eau déferlent sur les côtes et emportent tout sur leur passage. Et ils ne datent pas d'hier. Les scientifiques ont pu établir une chronologie à partir de quelques traces laissées par les plus grands tsunamis. Dans le nord du Chili, un gros rocher se dresse au-dessus de l'océan Pacifique. Derrière lui, un désert à perte de vue. Cette pierre de 44 tonnes n'a rien à faire ici. C'est le résultat d'un tsunami. Des vagues de la hauteur d'un immeuble de 6 étages ont transporté des blocs rocheux comme des cailloux. Les chercheurs estiment que ce phénomène s'est produit en 1420. Mais comment peuvent-ils le savoir? Au XVe siècle, il n'y avait pas de documents écrits dans la région. Mais les détectives se sont mis au travail. Les archéologues ont découvert qu'à peu près à la même époque, un tsunami s'est produit au Japon, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Le sol a tremblé au large des côtes chiliennes. C'est ainsi que le tsunami a été créé. La vague a ensuite parcouru près des 2/5 de la circonférence de la Terre. Un tsunami vraiment infatigable. Mais ce n'était pas un événement isolé. Des indices suggèrent qu'un événement similaire s'est produit il y a 3800 ans. À cette époque, les peuples anciens avaient décidé d'abandonner leur village côtier. Ils se déplaçaient vers l'intérieur des terres. Comment savaient-ils qu'il était temps de partir? Il existe des traces d'érosion causées par de forts courants, signe révélateur d'un ancien tsunami. Comme vous l'avez appris dans vos manuels scolaires, l'oxygène représente 21% de l'air que nous respirons. Mais il n'a pas toujours fait partie de l'atmosphère terrestre. Il n'y avait pas d'oxygène pendant toute la première moitié de la vie de notre planète. À l'époque, le dioxyde de carbone et le méthane étaient les principaux composants de l'atmosphère. Oui, ce même CO2 qui fait pétiller nos boissons. Mais l'autre gaz n'est-il pas dangereux? Eh oui, et le méthane est inodore. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de vie sur Terre il y a des milliards d'années. Comment sommes-nous passés du méthane à l'oxygène? Les cyanobactéries ont fait leur apparition. Ce groupe de microbes a commencé à évoluer il y a environ 2,7 milliards d'années. Ces micro-organismes connaissent la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de la lumière du soleil en énergie. Ils convertissent la lumière du soleil en énergie. Et quel est le sous-produit de ce processus? Vous l'avez deviné, l'oxygène. Rapidement, il a commencé à se répandre de l'eau vers l'atmosphère. Là, il s'est mêlé au méthane, et avec le temps, il l'a complètement remplacé. Les scientifiques ont baptisé ce processus la grande oxydation. Mais en quoi cela peut-il être mauvais? Après tout, c'est grâce à cela que nous sommes en vie. Tout cet oxygène a empoisonné les organismes anaérobies. Et non, il ne s'agit pas là de formes de vie qui séchaient leur cours d'aérobic et de pilates. Ce terme signifie simplement que ces micro-organismes n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Trop d'oxygène, et c'est la mort assurée. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les scientifiques ont décrit un phénomène de saturation en oxygène qui a modifié l'atmosphère terrestre pour toujours. La disparition de la plupart des organismes anaérobies est un des premiers cas d'extinction. Ils n'aimaient pas l'atmosphère de l'époque et ont décidé de se retirer. Mais voyez le bon côté des choses. Ils ont fait de la place pour les humains qui, eux, adorent l'oxygène. Direction la Turquie. Non, pas les stations balnéaires que les touristes visitent en été, mais la région d'Anatolie, dans le sud-est du pays. On trouve à Göbekli Tepe les temples les plus anciens du monde. Ils remontent à la période néolithique. Les scientifiques y ont trouvé un pilier de pierre qui raconte l'histoire d'une ancienne catastrophe. Ils supposent que ce pilier est commémoratif. Aujourd'hui encore, l'homme construit des structures similaires pour marquer un événement important. Le Washington Memorial en est un exemple. Il a été construit en l'honneur du premier président américain. Mais ce pilier en Turquie ne commémore pas un événement heureux. Les scientifiques pensent qu'il témoigne d'un événement dévastateur, une comète venue s'écraser sur Terre. L'événement a dû être terrible.
Le monument comporte également d'autres signes. Ces symboles correspondent à la configuration des étoiles du ciel nocturne de l'année 1950 avant notre ère. Cette date a stupéfié les chercheurs, car elle correspondait à leurs recherches antérieures sur un échantillon de carottes de glace au Groenland. Ils avaient découvert qu'un fragment de comète avait heurté notre planète à peu près à la même époque. Le site archéologique était peut-être un ancien observatoire. Et ceux qui y travaillaient ont été témoins d'un événement cataclysmique. L'impact a dû être si puissant qu'il a modifié l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit du pôle imaginaire qui traverse notre planète de haut en bas. Cette ancienne comète a dû être très puissante pour déséquilibrer la Terre entière. Avez-vous entendu parler de la ville de Tal el-Hammam dans la vallée du Jourdain? La raison pour laquelle vous répondez probablement par la négative est que cette ville n'existe plus aujourd'hui. Elle a complètement disparu vers l'an 1650 avant notre ère. Elle était l'une des 3 villes principales de cette partie du Moyen-Orient. Ensemble, ces 3 villes avaient une population supérieure à celle de Palm Springs aujourd'hui. À l'époque, Tal el-Hammam était une métropole. Elle possédait même des gratte-ciel, des immeubles de 5 étages construits en briques crues. Mais les archéologues ont découvert d'étranges marques sur ces briques. Les briques avaient fondu sous l'effet de températures élevées. Au feu. Une catastrophe avait provoqué un incendie majeur. Les découvertes archéologiques nous ont permis de connaître la cause de ces dégâts. Un caillou venu de l'espace. Mais alors, où est le cratère? Cette comète ou cet astéroïde n'a jamais atteint le sol. Il s'est désintégré avant car il se déplaçait à très grande vitesse. On appelle ces événements des explosions aériennes. La plus grande explosion de météores observée s'est produite à Tunguska, dans le nord de l'Asie, en 1908. Les scientifiques estiment que l'explosion de Tal el-Hammam s'est produite à 4 km au-dessus de la ville. Cet événement a libéré énormément d'énergie. La température de l'air a rapidement atteint 2000 degrés Celsius. C'est assez chaud pour que le tissu et le bois s'enflamment en un instant. Les briques de terre crues et le métal commencent à fondre lorsqu'ils sont exposés à pareille chaleur. C'est ce qui expliquerait les indices découverts par les scientifiques. Mais il y a eu une autre découverte, du sel. L'événement a été si puissant qu'il a répandu du sel dans toute la région de la mer Morte. Tout agriculteur vous dira qu'un sol salé ne fait pas bon ménage avec les cultures. Les gens ont commencé à quitter la zone, ils ne pouvaient plus rien cultiver. Imaginez une île de village blanc entourée d'une mer bleu saphir. Un tel endroit existe dans la réalité. Il s'agit de l'île de Santorin. Mais cet endroit cache en réalité une histoire de destruction. L'île est d'origine volcanique. C'est une violente éruption qu'il a créée il y a environ 3000 ans. Aujourd'hui, il y a 2 îles. La plus grande a la forme d'un fer à cheval. Lorsque vous les regardez d'en haut, les 2 îles semblent former un cercle. C'est parce qu'elles formaient autrefois une seule et même terre. Elles comportaient une grande montagne et étaient de forme ronde. Mais tout a changé presque du jour au lendemain. L'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité a déchiré Santorin. La terre a tremblé, des tsunamis se sont formés et des nuages de cendres ont envahi le ciel. Une image effrayante. Les gens ont ressenti l'éruption à des centaines de kilomètres de là. Une fois l'éruption terminée, l'eau de mer s'est engouffrée dans la caldeira de l'ancien volcan. C'est pourquoi l'eau de la lagune a une si belle couleur. Si les scientifiques en savent autant sur le passé de Santorin, c'est grâce à un assistant improbable, un arbre, le genévrier pour être exact. Son bois aromatique est utilisé pour plein de choses, des meubles à la fabrication de crayons. Sur l'île grecque, ces cernes ont révélé l'histoire de l'ancienne éruption. Lorsqu'un arbre grandit, il ne se contente pas de monter. Il s'étend aussi en largeur. Chaque nouvelle couche d'écorce ajoute un anneau au tronc. Il faut 1 an pour qu'un anneau se forme. Et l'un des anneaux de cet arbre était anormalement pâle. Les scientifiques ont fait le calcul, et ils ont obtenu la date de l'éruption, 1560 avant notre ère.